Sur la 3, informer le client sur les bénéfices du pilotage. Un quart des utilisateurs de VE déclarent piloter leur recharge. On a vu là les 23% tout à l'heure. Pourtant, un client résidentiel en offre de fourniture au tarif réglementé de vente, ou en offre de marché, et qui possède un véhicule électrique, a presque toujours intérêt, finalement, à utiliser les heures pleines, heures creuses. S'il gère bien sa recharge, la logique voudrait qu'un utilisateur de véhicule électrique aujourd'hui, il aille plutôt sur une offre heure pleine, heure creuse, pour justement bénéficier d'un kilowatt qui est moins cher en heure creuse, puisqu'il peut piloter sa recharge, par définition. Et ça, la plupart des gens ne savent pas forcément. C'est là, entre nous, on connaît un peu le sujet, mais c'est pas connu du grand public. Ça, il faut qu'on arrive à davantage le véhiculer. Les préoccupations du client, pourquoi ? Parce que lui, il s'occupe quoi d'abord de son véhicule, il veut qu'il soit rechargé, point barre, il veut travailler le lendemain, et puis c'est tout. Et éventuellement de son abonnement, c'est ce qu'il paye le mois, quoi. Il ne rentrera pas dans ce petit détail du pilotage. Il y a encore un petit chemin à faire là-dessus. C'est un ensemble, en fait. Et ça, c'est plus complexe à appréhender. Et la dernière recommandation, je regarde Thomas pour voir si je dépasse pas trop le timing. Inciter les clients à l'optimisation de leur puissance de raccordement, vous avez compris, c'est plutôt une problématique infrastructure, pour le coup. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait une demande de raccordement pour installer un nouveau usage, typiquement une recharge de VE, que ce soit entreprise, bâtiment, il est fréquent, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais il est fréquent quand même que le client demande un dimensionnement de son installation considérant la puissance maximum atteinte. Alors, typiquement, j'ai des bornes de 22 kg, je veux en mettre 10, il me faut 22 x 10. Et donc je vais voir une 10 et dis là ça va pas, mon raccordement, j'ai pas cette puissance, va falloir me faire un nouveau raccordement, machin. Oui, monsieur va peut-être faire un poste privé, aïe, ça coûte cher, ouais, mais c'est compliqué votre truc. Là on voit aussi qu'il y a un besoin de réexpliquer qu'on a un foisonnement d'utilisation déjà dans les bornes. On ne fait pas juste la somme des puissances crêtes appelées par chacune des bornes. Et qu'au-delà de ça, le pilotage, et c'est la raison pour laquelle on est là cet après-midi, peut être une super solution pour garder peut-être un abonnement, on va dire, contrôlé d'un point de vue tarifaire, ne pas faire un surdimensionnement du réseau pour le coup, maîtriser, on va dire, son approche tarifaire de l'équipement, tout en conservant une prestation de recharge qui répond aux besoins du client. Alors, j'ai après quelques exemples à vous donner, mais on rencontre parfois des clients même sur du poids lourd, de l'autocar aujourd'hui, et ils sont vraiment dans ces réflexions-là, en disant je ne vais pas payer 3 bornes, 3 raccordements en plus, sinon je ne les retrouve pas dans l'achat de mon car, c'est pas viable mon truc, donc il va falloir que je pilote, et donc j'ai des plages horaires de pilotage, et tout, etc. Donc, et là, on a aussi énormément de gens dans l'écosystème qui savent apporter des solutions là-dessus. Donc une juste puissance qui intègre un foisonnement de l'usage, vous avez compris, pas tous les véhicules pas en même temps, et le pilotage, c'est notre sujet de cet après-midi. Voilà, je ne veux pas vous trop en dire ni trop vous assommer, donc j'en ai fini, et bien sûr je reste l'après-midi avec vous, donc si jamais vous avez des besoins. Je rappelle que le rapport date de 2024 et il est consultable librement sur internet, des rapports pilotage de la recharge sur Google. Merci à vous. Merci à vous. Que ferait-on sans la réglementation? La réglementation. Fabrice. Je vais essayer de vous donner quelques pistes, même si la réglementation commence à être pas mal connue. Le président d'Atis Concept. Je laisse présenter. Donc, juste vous dire que la réglementation aujourd'hui, déjà, ça ne concerne pas les particuliers, ça concerne essentiellement les entreprises et les collectivités locales, en grande majorité. Deuxième chose, c'est que cette réglementation va falloir y passer et comment la réglementation peut justement être éventuellement un vecteur et un levier, peut-être aussi pour rentrer dans la flexibilité et la gestion et optimiser des énergies. Alors, je vais vous donner les grandes lignes, si vous voulez, les détails de chaque réglementation. Je vous engage à aller voir les décrets et les lois au niveau du site du gouvernement. Je vous donne quelques grandes lignes. C'est un peu pour fixer le sujet. Bon, donc comme je l'ai dit, on va surtout parler d'infrastructures plutôt bâtimentaires, privées ou collectivités, entreprises et collectivités locales. La première loi qui nous concerne au premier chef, c'est la loi LOM. C'est la loi qui vise à maximiser le déploiement des bornes de recharge sur le territoire. Donc c'est une loi qui va imposer à partir d'un certain nombre de places de parking en fonction de l'usage du bâtiment l'obligation d'avoir un quorum minimum de bornes de recharge à disposition, que ce soit à disposition du public ou à disposition privée, en cas de véhicules privés. Donc, globalement, ça va vous donner entre 20 et 40 places, l'obligation d'équiper 10% du parc.
et au-delà de 40 places, 20% du parc. Globalement, c'est un peu ça qu'il faut retenir. Il y a aussi dans la loi LOM aussi une autre obligation, c'est pour tout ce qui est résidentiel quand même, puisqu'on l'a un petit peu évoqué avec Arnaud tout à l'heure, la nécessité depuis les permis de construire de 2017, à minima de prééquiper les parkings pour pouvoir accueillir des bornes de recharge. L'obligation de l'installation de bornes de recharge n'est pas requise. Par contre, le bâtiment doit être prééquipé. L'autre loi, c'est la loi APER. Alors, juste sur les bornes de recharge, il y a encore des aides. Bon, ça va dire, il y a des aides régionales éventuellement qui peuvent exister. L'aide nationale qui est connue, c'est l'aide à devenir, donc, qui réduit de plus en plus. Mais enfin, encore là, c'était toujours ça de gagner. Sur la loi APER, donc, elle a la vocation à multiplier la production d'énergie renouvelable à base de photovoltaïque. Donc, elle va avoir pour vocation pour essentiellement les bâtiments donc, privés, les collectivités locales, les parkings également privés et d'entreprises, à s'équiper de bornes de recharge, de panneaux photovoltaïques. Donc c'est en fonction de la surface de toit ou en fonction de la surface de prise au sol des parkings. Globalement, on va faire simple, à partir de 1500 m² de toiture ou 1500 m² de parking, vous devez équiper jusqu'à 50% de cette surface en panneaux photovoltaïques. Globalement, encore une fois, c'est un résumé. Il y a encore une fois des conditions, des critères d'éligibilité ou d'exemption qui je vous engage à regarder pour savoir si vous êtes concerné ou pas. Sur la loi APER, il y a les aides, il n'y en a pas énormément. Il y a la prime à l'autoconsommation qui va intervenir. Si vous avez de la surcapacité de production dans l'autoconsommation, vous allez pouvoir rejeter votre énergie sur le réseau et donc être payé en conséquence. Vous avez également tout l'engagement d'EDF à racheter votre énergie que vous allez injecter sur le réseau. C'est les deux aides principales que l'on a autour du photovoltaïque. Aujourd'hui, ces deux lois sont des lois qui vont donc concerner un certain nombre d'entreprises ou de collectivités locales, et donc se pose la question, qui est au cœur de ce groupe de travail, qui est le smart charging. Comment optimiser au mieux cette consommation d'énergie supplémentaire, comme l'a évoqué Erwan, sur les bornes de recharge, avec une capacité d'autoproduction obligatoire que l'on va avoir avec le photovoltaïque. Est-ce que j'autoconsomme? Est-ce que je pilote mes bornes? Est-ce que je vais plutôt réinjecter sur le réseau? C'est la notion de smart charging. Dans quelles conditions je fais ça? Il faut de la souplesse, d'où le côté smart. Il faut que ce soit souple, il ne faut pas que ce soit figé et gravé dans le marbre. Alors si on s'arrête sur les réglementations proprement en relation directe avec les bornes de recharge et le photovoltaïque, ça s'arrête là. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est aussi d'aborder d'autres obligations auxquelles sont confrontés aujourd'hui les industriels, les collectivités locales et les propriétaires de patrimoine, qui sont d'autres contraintes qui mériteraient, à mon sens, d'être intégrées dans la réflexion du smart charging. La première, c'est le décret BAX. Le décret BAX est un décret qui vise à imposer aux propriétaires de bâtis, d'immeubles, de surfaces à usage tertiaire, à partir du moment où ils ont plus de 250 kW d'équipement CVC et eau chaude sanitaire d'installer, de s'équiper d'un système de pilotage automatisé de la régulation de ces systèmes, pour réguler la consommation au mieux et ajuster au mieux la consommation. Donc ce palier de 290 kW, il est valable jusqu'en 2025, et de 2025 à 2027, toutes les installations qui seront supérieures en puissance installée de 70 kW, donc ça descend très très bas, auront obligation de s'équiper également d'un système de décret BAX, c'est-à-dire un système automatisé. Si ce système automatisé est centralisé, et uniquement s'il est centralisé, si vous avez une gestion centrale de votre automatisation, vous allez pouvoir bénéficier d'aides qu'on appelle les aides C2E, BAT, TH 116. Mais ça n'intervient uniquement que dans le cadre d'un pilotage centralisé. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que quand on parle de pilotage centralisé, si ce pilotage centralisé est suffisamment intelligent et ouvert pour aller chercher les informations disponibles dans les bornes de recharge, pour aller chercher les informations disponibles au niveau des panneaux photovoltaïques, vous allez pouvoir intégrer dans ce système l'ensemble du smart charging, prenant en compte également les usages du bâtiment. Donc avoir une vision globale du pilotage. Et quel intérêt ça va avoir, c'est que derrière, vous avez aussi le décret tertiaire. Le décret tertiaire, lui, il est beaucoup plus haut. Le décret tertiaire, il impose
à tous les bâtiments de plus de 1500 m² d'avoir des réductions de consommation d'énergie obligatoires de 40% d'ici à 2030, de 50% d'ici à 2040 et de 60% d'ici à 2050. Donc la marche est très très haute. Donc cette marche, elle va être franchie par quoi? Elle va être franchie par éventuellement l'action sur le bâti, isoler, changer les ouvrants, etc. Mais aussi peut-être avec un pilotage plus fin. Et je reviens à ma notion de pilotage centralisé. En centralisant et en vision globale des consommations, ça va être plus facile de piloter de manière à réduire cette énergie. Donc cet aspect-là des critères est important parce qu'il y a un droit de contrôle qui est piloté par l'ADEME au travers de la plateforme numérique qui s'appelle Opérat, qui va inciter, obliger même les propriétaires de patrimoine à déclarer leur consommation chaque année. On revient sur le sujet d'Erwan, c'est que votre bâtiment est bien raccordé au réseau. Donc aujourd'hui, le bâtiment, comme pour les particuliers, il a intérêt aussi à participer à la flexibilité du réseau. Et avec ce pilotage central de l'ensemble des consommations, il va être aux premières loges pour pouvoir interagir avec ces problématiques de flexibilité du réseau. Donc ça a deux avantages, c'est qu'on va déjà centraliser, donc plus facilement piloter, puis quelque part on fait une économie d'échelle, parce qu'au lieu d'avoir 3 systèmes de pilotage, on n'en a qu'un seul. Donc économiquement, ça se discute aussi. Ce n'est pas des aides, mais c'est des économies d'échelle. Alors quels exemples je peux vous donner autour de ça? Si le système est centralisé, aujourd'hui Enedis, on a parlé tout à l'heure d'EcoWatt, fournit aujourd'hui la météo de la production des énergies. Avec quel jour, quelle quantité de production je vais avoir de disponible, quelle est la typologie de la production que j'ai, en termes de MR ou pas de MR. Et ça, je vais avoir une météo qui va m'être donnée sur plusieurs jours. On peut imaginer que demain, comme le disait Erwan, on ait des prévisions d'heures creuses flexibles en fonction des capacités de fourniture des énergies d'Enedis. Donc demain, EcoWatt ou un système similaire nous donnera des prévisions de l'état du réseau. Donc ce système d'information, potentiellement, est à disposition si nécessaire. Météo France ou d'autres systèmes vont mettre à disposition des prévisions d'ensoleillement, vont mettre à disposition des prévisions également de température. Donc les prévisions d'ensoleillement vont vous donner des prévisions de capacité de production locale. Les températures vont vous donner des capacités de prévision de ce que vous allez consommer dans la CVC ou dans les eaux dans le chauffage ou dans les eaux chaudes sanitaires. Pardon. Donc c'est une autre source d'information qui va être intéressante pour envisager du pilotage. Si vous utilisez des bornes de recharge pilotables, communicantes, vous allez pouvoir accéder à un certain nombre d'informations sur bornes de recharge. Déjà, vous allez pouvoir piloter la puissance de charge maximale que vous avez autorisée par borne. Donc ça va venir concourir à la maîtrise de la consommation. Deuxième élément, vous allez pouvoir connaître l'état de charge de vos batteries. Donc vous allez pouvoir éventuellement faire en sorte de gérer, entre autres, les problématiques de véhicules ventouses que vous avez sur les bornes de recharge. Et troisième élément, c'est que si vous avez des bornes de recharge qui sont compatibles V2G, donc véhicules to grid, et des véhicules compatibles également avec cette norme, vous allez pouvoir piloter vos bornes pour réinjecter du réseau, l'énergie sur les réseaux à partir de l'énergie stockée dans vos batteries. Et là, vous rentrez dans la possibilité d'avoir, comme disait Erwan, des financements liés à votre soutien du réseau en heure creuse. Comme vous avez une GTB, vous avez aussi la vision globale de vos énergies, donc vous avez un profil de consommation qui se dessine, que le système va connaître, va apprendre, et qui va vous permettre justement de piloter en fonction des usages de votre bâtiment et de rendre le service tout en optimisant et en réduisant les consommations d'énergie. Et si votre système de pilotage GTB, donc centralisé, dispose d'une intelligence artificielle, il va pouvoir agréger toutes ces informations de sources multiples, totalement variables, pour pouvoir avoir une gestion énergétique maximale. Et pour ça, il faut une solution de pilotage central qui soit ouverte, qui obéisse à des standards de communication, d'interconnexion avec des systèmes tiers, et bien entendu,
quand on parle d'ouverture, d'interconnexion, se pose la problématique de la sécurité informatique. Et bien sûr, on n'a pas été oublié dans la réglementation. Il y a une réglementation aujourd'hui qui existe, qui est la directive NIS 2, qui est une directive européenne qui est en cours de transposition au droit français, qui a en fait pour vocation d'inciter les entreprises et les collectivités locales à mettre en place des plans concrets de protection contre les cyberattaques. Donc il est évident que si vous choisissez un système central de pilotage, il devra répondre à ces critères de cybersécurité pour pouvoir profiter pleinement de cette capacité d'optimisation des consommations. Et donc moi je conclurai sur cette partie en disant qu'il y a peut-être, avec toutes ces obligations réglementaires, un intérêt à décloisonner les projets pour se positionner dans une démarche de centralisation du pilotage, tout en décloisonnant ces projets qui sont des projets contraints et obligatoires liés aux réglementations. Pardon, il y arrive. Voilà. Merci Fabrice. D'avoir fait le lien entre les différentes réglementations et puis les interactions qu'on voit entre les bâtiments et ce qui nous intéresse aujourd'hui, la recharge intelligente. Hervé va venir vous présenter les dispositifs d'aide qui sont à votre disposition pour déployer un système énergétique intelligent. Oui, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Hervé Rivolin. Je suis effectivement président de l'AVER Ouest. Donc, l'AVER Ouest est une association affiliée à l'AVER France sur la question de la promotion de la mobilité électrique. Et du coup, je ne vais pas parler de smart charging. Je vais juste parler parce que pour faire du smart charging, il faut quand même qu'il y ait des véhicules. En fait, la question, c'est à un moment donné qu'on en ait suffisamment. Alors, dans ces différentes versions de smart charging, d'ailleurs, les versions les plus simples, telles qu'elles peuvent être imaginées, c'est-à-dire déjà effectivement par rapport à des signaux tarifaires, par rapport à des productions, et puis jusqu'au effectivement au Graal du Graal, le véhicule to grid qui consiste finalement à faire des formes de centrales virtuelles qui réinjectent sur le réseau au moment où effectivement on a des déficits de production. En passant, et ça n'a pas été évoqué quand même par le véhicule to home, véhicule to building, qui me paraît quand même déjà de pouvoir effacer des productions au sein du bâtiment, une étape plus facile à franchir parce que plus simple à mettre en œuvre aussi avec les véhicules. Sur les dispositifs d'aide, alors c'est un exercice difficile, je pense que les présentations seront diffusées, donc je ne vais pas tout vous détailler, parce qu'en plus je n'ai que 7 minutes de mémoire, et que c'est extrêmement compliqué, et que pour ceux qui ont essayé de suivre la façon dont s'est élaborée la loi de finances 2025, je ne sais pas s'il leur reste beaucoup de cheveux. Donc je vais faire quelques petits zooms, et puis s'il y a besoin de détails, je suis là tout l'après-midi, et sinon on pourra se référer à des textes, parce que c'est quand même très compliqué. Le premier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est quand même c'est ce qui pèse sur nos constructeurs automobiles. C'est les fameuses lois CAFE. Les lois CAFE elles ont été introduites après le Dieselgate de nos amis de Volkswagen. Et elles visent finalement à abaisser le contenu moyen CO2 des véhicules neufs qui sont mis sur le marché. Et le premier point, c'est que jusqu'à présent, ce seuil était à 95 grammes de CO2 par kilomètre. Il est abaissé au 1er janvier à 81 grammes. Ce qui veut dire qu'effectivement, on va avoir de plus en plus de véhicules électriques, de plus en plus de véhicules hybrides, et de moins en moins de diesel ou de moins en moins d'essence, parce que de fait, ils vont être progressivement obligés de sortir ces véhicules-là de leur gamme, parce que sinon ils risquent des pénalités. Pour autant, et la réglementation suit parfois les lois de finances des chemins tortueux, il y a des taxes sur l'affectation des véhicules qui ont augmenté, je ne vous montrerai pas dans les détails, et à noter que les véhicules hybrides ne bénéficient plus de cette exonération de taxes. Et puis, même chose sur la question du malus masse. Vous savez qu'il y a un malus masse qui a été introduit sur les taxes, voir ce moment où on pense à carte grise, si je ne dis pas de bêtises. Et bien là aussi, désormais, les véhicules hybrides rechargeables, ils sont assujettis. Et comme vous savez, quand on a un véhicule hybride rechargeable, on a quand même plus de poids, parce qu'on a à la fois de la batterie, un moteur électrique et un moteur thermique. Alors même s'il y a un abattement, d'ailleurs vous avez vu, enfin je ne sais pas si vous avez fait attention dans la publicité je crois que c'est Volkswagen, l'autre, il parle maintenant de véhicules hybrides rechargeables avec des autonomies de 100 km, alors que pour l'essentiel, ceux qui ont un hybride rechargeable, aujourd'hui, c'est plutôt moins de 50 km. Il y a quand même une exonération qui est prévue pour ceux qui ont plus de 50 km d'autonomie, donc on sent aussi que probablement que la question de la taille des batteries embarquées et autres pour les hybrides rechargeables va un petit peu varier sous l'impulsion de ces taxes. Des obligations pour la recherche, alors c'était un peu abordé par l'intervenant précédent. Moi, ce que j'ai noté, c'est que maintenant, le point de recharge, il est obligatoire.
Il est obligatoire hein, pour tous les parkings non résidentiels qui ont plus de 20 places. Avant, on a eu, il en fallait, enfin c'était du parking, enfin bon. Maintenant, c'est obligatoire et surtout, la loi prévoit aussi des sanctions, c'est-à-dire pour ceux qui ne l'appliquent pas. Des sanctions. Et puis, il y a le cas précis, alors je n'ai pas encore tout à fait tout compris, sur des parkings non résidentiels qui sont sous DSP, où là, on ne regarde pas à la maille du parking, mais on regarde à la maille de l'ensemble des parkings qui sont embarqués dans le périmètre. Donc là, on sent que la réglementation est également en train de se contraindre. Achat à l'aide d'un véhicule électrique, donc là c'est la version particulière que je vous ai mis, il ne vous a pas échappé non plus que les bonus pour l'achat d'un véhicule électrique neuf ont été abaissés et sont sous condition de revenus, 4 000 € pour les ménages les plus modestes et 2 000. Et aussi, autre point, c'est quand même qu'ils sont limités, c'est-à-dire que ça ne s'applique que pour des véhicules qui ont un prix d'achat qui est inférieur à 47 000 € et moins de 2 tonnes 3. Voilà, hein. Donc là aussi, des évolutions. Et j'en profite pour faire une aparté, parce que tout à l'heure, on a dit qu'il y a 15% de véhicules professionnels dans les flottes, ce qui est certainement très vrai, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que dans le marché automobile, aujourd'hui, plus de la moitié des véhicules neufs qui rentrent sont des véhicules d'entreprise. Autrement dit, les entreprises et les collectivités, elles ont un rôle essentiel dans cette transition sur le véhicule. C'est elles qui achètent les véhicules neufs qui, après, viennent alimenter le marché de l'occasion. Et donc, aujourd'hui, et ça fait l'objet d'une publication de Transport et Environnement, qui est une ONG, la plupart des entreprises françaises sont très en retard sur l'électrification de leur flotte. On verra tout à l'heure, il y a aussi des réglementations là-dessus. Mais si les entreprises et les collectivités qui sont les grands acheteurs de flotte ne jouent pas le jeu, ça veut dire qu'on ne sera pas au rendez-vous parce que les Français, par nature, ils achètent peu ou pas de véhicules neufs. Crédit. Alors, les installations de bornes de recharge, rappelez, ça a été évoqué, quand on parle de smart charging, c'est qu'aujourd'hui, si vous installez une borne de recharge à domicile, vous pouvez bénéficier, si elle est pilotable, c'est la nouveauté, alors je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, on est passé d'un crédit d'impôt qui était à 300 € à un crédit d'impôt qui est à 500 €, sous réserve qu'elle soit pilotable, ce qui a été évoqué, c'est-à-dire qu'effectivement, elle soit capable de lire des signaux tarifaires, et donc derrière, vous avez les programmes Advenir, je ne suis pas là pour en parler, mais effectivement Advenir est un programme qui est porté par l'AVER France, qui apporte des aides à l'installation d'infrastructures, et donc vous avez la possibilité d'avoir des aides, notamment pour l'installation de bornes de recharge en résidentiel collectif, qui reste un des points, un des pain points, un des points de difficulté de l'installation de la mobilité électrique. J'en profite aussi pour le dire, on a commencé par la maison individuelle, on est dans le collectif. Il y a un moment donné, et ça ne sera pas sans impact sur les questions de smart charging, il faudra quand même aussi s'occuper de tous ceux dont les voitures dorment dans la rue. C'est-à-dire que je pense que pour les collectivités, demain, c'est plus forcément d'installer des bornes un peu puissantes pour de la recharge en itinérance, c'est d'installer des bornes pour des centres de recharge pour tous ceux qui n'ont pas de parking et dont les véhicules dorment dehors toutes les nuits. Et derrière, avec d'ailleurs des conditions de smart charging aussi, comment est-ce qu'on optimisera ces recharges, qui sont des recharges plutôt lentes et de nuit sur lesquelles on a plus de temps. Les bailleurs sociaux sont désormais éligibles également aux primes dans le cadre du programme Advenir. C'est important parce que, j'en ai pas parlé, mais vous savez que l'an dernier, il y a eu le leasing social, qui a quand même permis à un certain nombre de gens qui avaient des revenus assez modestes et qui parcouraient beaucoup de kilomètres de s'équiper d'un véhicule électrique. C'était très intéressant, ça a dépassé très largement le succès attendu par le gouvernement. Du coup, ils ont fermé les vannes. La discussion n'est pas totalement fermée pour 2025, mais enfin pour l'instant, la possibilité de bénéficier n'est pas réouverte. Mais on s'est rendu compte à ce moment-là qu'effectivement, ces gens-là, ils habitaient aussi en logements sociaux, et donc il y avait derrière une question d'installation d'infrastructures. Donc ça, en tout cas, ça a été traité par Advenir. Il y a aussi, évidemment, quand on est sur des parkings extérieurs, les travaux sont plus importants, donc vous avez des logiques de surprime. Voilà. Ah, ça, j'adore ce truc-là. Bon, ça a l'air compliqué, hein. Et pourtant, c'est qu'effectivement, on a dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, les véhicules d'entreprise, les entreprises, elles avaient des obligations. Hein, les obligations, je ne sais plus où je les ai mis, c'est d'avoir tant de pourcentage de véhicules propres dans leur flotte. Elles sont toutes, une grande partie, excepté Enedis, EDF, La Poste, en tout cas ces trois-là, ils sont au rendez-vous et quelques autres. Toutes les autres sont en retard. Et ça a été introduit dans la loi LOM qui a été évoquée, mais comme il n'y avait pas de sanction, s'il n'y a pas de sanction, d'appliquer la loi mollement, on va dire ça comme ça. Donc là maintenant, il y a une pénalité, il y a une taxe qui va être mise en place, parce qu'il faut quand même trouver de l'argent, hein. Vous avez compris que c'était quand même l'air de la guerre. Et donc au printemps du 1er mars, il y a une pénalité
Alors, vous avez le montant de la pénalité qui a un écart par rapport à l'objectif de stock. Donc finalement, c'est la différence que vous avez entre le nombre de véhicules électrifiés que vous devriez avoir d'après la loi LOM et la réalité, fois le taux d'acquisition du véhicule, polluant. Alors ça, c'est là où ça se complique un peu. Je pourrais vous renvoyer au texte, mais en gros, un exemple, je vous ai mis un exemple, hein, c'est une entreprise qui dispose de 150 véhicules, à qui il manque finalement 4 véhicules pour atteindre l'objectif de 15%. Eh bien, en fonction des achats qu'elle aura renouvelés en 2025, si elle acquiert 8 véhicules thermiques, donc ça veut dire si elle continue dans l'achat de véhicules thermiques, hein, ce qui n'est pas la voie souhaitée, eh ben, elle se verra appliquer, elle devra payer une taxe de 424 €. Je peux vous donner les références au texte, je crois que je les ai mis en annexe, mais enfin, on voit que la réglementation est globalement en train de se durcir pour faire en sorte que finalement ce qui avait été défini dans la loi d'orientation des mobilités se mette en œuvre. Alors, là, on rentre sur un autre truc, c'est que qui est la dimension effectivement des véhicules professionnels, que ce soit effectivement les camionnettes, que ce soit enfin. Jusqu'à présent, le système c'était que c'était l'État qui donnait des aides. D'accord ? Je ne reviens pas sur les contraintes budgétaires de l'État. Ce qui se passe depuis le 1er janvier, c'est que l'État a eu une brillante idée. Il a dit je vais faire passer le coût des accompagnements des entreprises, que ce soit pour l'achat d'un véhicule de fonction, que ce soit pour l'achat d'une camionnette ou d'un camion, du budget de l'État au mécanisme de certificat d'économie d'énergie. Et le mécanisme de certificat d'économie d'énergie, ce sont les fournisseurs d'énergie qui le payent. C'est-à-dire c'est les fournisseurs d'énergie qui doivent faire des économies d'énergie à leurs clients. Et donc tout ce qui est aide pour accompagner l'installation, que ce soit pour un camion, que ce soit pour une benne à ordures, que ce soit pour un tricycle, pour un autocours, tout ça est passé du mécanisme d'aide par l'État à un mécanisme de certificat d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez un véhicule de cette nature-là, vous pouvez aller avoir des acteurs, des énergéticiens, mais également des acteurs qui proposent des certificats d'économie d'énergie, valorisés, et ceux-ci vont vous donner un montant. L'inconvénient que j'y vois quand même, c'est que c'est moins lisible. C'est-à-dire que et alors il y a des coefficients de bonification, donc si je vous demande combien vous avez le droit d'aide pour acheter un poids lourd de, je sais pas moi, de 7,5 tonnes, et ben avant c'était une grille, c'était facile. Là, ça va dépendre un peu de la négociation que vous pouvez avoir avec les gens qui vont vous pouvoir acheter les certificats d'économie d'énergie. Mais simplement, si je prends un prix moyen des certificats d'économie d'énergie, aujourd'hui, pour acheter un camion, vous pouvez avoir 50 000 € d'aide, ou pour acheter un autobus ou des choses comme ça. C'est l'ordre de grandeur des choses qu'on peut trouver. Donc il y a quand même des aides qui sont assez conséquentes et qu'il convient d'aller chercher. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une question. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps, c'est bon ? Faut que je finisse. Sur le dispositif d'avenir, vous avez des aides pour installer des infrastructures de recharge, notamment pour les professionnels des services de l'automobile, des loueurs courte durée, parce que c'était un peu les abandonnés du dispositif. C'est aussi des gens qui font rentrer beaucoup de véhicules sur le marché, hein, donc qui viennent après alimenter le véhicule d'occasion. Vous avez évidemment l'ouverture de la prime aux autocars, aux poids lourds, parce que ça, c'était pas le dispositif à devenir, n'accompagnez pas. Voilà ce que je voulais dire. Et deux petits mots sur les ZFE. Donc les ZFE continuent à se mettre en place. Et du coup, simplement, ce que je voulais signaler sur notre territoire, j'ai mis tout ça. Et bien, sur Nantes, la ZFE s'est mise en place, mais elle s'est mise aussi en place sur Rennes, avec un calendrier contraint. Je suis bon ? 2 minutes de retard, je vais pas chipoter. Quoi ? C'est compliqué. Merci Hervé. Allez, du coup, je voulais profiter de ce temps pour faire une petite synthèse des travaux d'Unité Smart Charging. On fera les pitchs juste après, une petite pause technique, et ensuite on lancera du coup les ateliers ensemble. Donc comme je l'ai dit en intro, on profite de cet événement pour lancer ce document qui fait la synthèse un petit peu des différents travaux, puis de ce que vous avez un peu entendu aujourd'hui. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la démarche qu'il y a derrière. En fait, là, je vais vous présenter 4 cas qu'on a étudiés ensemble, avec les membres de Smile, qui sont diversifiés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a autant Enedis que des apporteurs de solutions, que des syndicats d'énergie,
qui ont fait des préconisations, ont fait des recommandations en fait sur les différents cas d'usage. C'est une approche en fait dans le détail. Moi je viens du monde du développement, j'étais développeur informatique juste avant, et la méthode agile, j'aime beaucoup ça parce qu'on part du besoin. On part vraiment du besoin, dans la complexité du besoin, et ensuite on cherche des règles qui pourraient être appliquées à tous. Et donc du coup, je vais vous présenter ces 3 cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est un cas qui est assez classique finalement, un cas d'une entreprise qui souhaite rénover en fait son parc ses bornes de recharge, et qui a déjà en fait des ombrières photovoltaïques de 100 kW crête, avec un bâtiment qui est déjà alimenté par ces ombrières et plus de 20 véhicules qui sont alimentés par ces bornes de recharge. Ces véhicules sont découpés en 3 catégories. Des véhicules spéciaux, du moins des véhicules d'intervention avec des usages spécifiques, des véhicules plus classiques, on va dire avec un planning de réservation de véhicules de pool, et puis les véhicules des collaborateurs. Donc ce qu'on va émettre comme préconisation, ça va être des choses qui sont pas techniques, de façon assez surprenante, dans le début du moins, parce que on sait que tout projet de verdissement d'une flotte, comme tu l'as noté, le verdissement d'une flotte n'est pas quelque chose de très simple. On a besoin notamment d'avoir des aides techniques pour comprendre le foisonnement et compagnie, mais aussi d'accompagner finalement les collaborateurs vis-à-vis des nouveaux usages de cette mobilité. On va avoir, nous on a identifié l'utilisation d'applications dédiées, de notifications, puisque on est dans une entreprise où on a déjà des moyens de communication, on a déjà un groupe, on a aussi des moyens d'objectiver, de donner des objectifs à ses employés pour l'utilisation, pour accompagner finalement ces changements d'habitude de consommation de la mobilité. Du coup, le pilotage doit cependant être le moins impactant possible pour l'utilisateur. Deuxième partie sur le dimensionnement des infrastructures. Donc là, comme ça a déjà été évoqué, le coût de raccordement peut être prohibitif. Si tu donnais l'exemple, Erwan, des flottes de parcs de bus qui étaient rédhibitoires, qui étaient perçus comme rédhibitoires. On a parmi nos membres des personnes qui travaillent sur le load balancing justement des bornes de recharge pour finalement réduire. Donc nos préconisations sur ce cas d'usage-là vont être le fait d'avoir une combinaison de 2 types de recharge, comme pour le projet d'Edouard, c'est-à-dire des bornes de recharge qui vont être lentes, et donc une majorité qui soit des bornes de faible puissance pour la recharge quotidienne. Et puis il y a des usages qu'on a identifiés de bornes de recharge rapides avec des arrêts minutes. Par exemple, sur des réunions comme aujourd'hui, faire une borne de recharge rapide qui, le temps qu'on reste en réunion, permette de recharger rapidement. Et enfin, dernière préconisation sur l'intégration des énergies renouvelables et la flexibilité des structures. On a donc nos ombrières photovoltaïques. Là, on a besoin d'un système intelligent qui permet de mettre en adéquation par rapport finalement à la production de photovoltaïque, mettre en face la consommation de nos bornes de recharge. C'est quelque chose qui a été identifié par le groupe de travail. Finalement, concernant le système de pilotage de recharge à mettre en place, les recommandations du groupe de travail, c'est opter pour un système qui soit modulable. C'est commun en fait à nos 3 cas d'usage. Opter pour un système qui soit modulable et qui permette d'intégrer facilement de nouvelles bornes de recharge pour avoir plus d'évolutivité.
avoir une programmation qui soit intelligente, qui intègre les heures pleines et les heures creuses. Avoir une stratégie d'effacement pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire. Avoir des logiciels de supervision pour suivre en temps réel et ajuster en fait, les puissances de recharge. Et enfin, sensibiliser les utilisateurs, puisque c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. J'avais été à une conférence très technique où un sociologue intervenait à la fin. Il disait, moi je suis très content d'être parmi vous parce que je peux m'adresser à des spécialistes. Il dit, il y a un truc à retenir, c'est n'oubliez pas le PFH, le putain de facteur humain, parce que en fait c'est l'accompagnement finalement, comme dans tout projet de transition énergétique, c'est l'accompagnement du changement des usages qu'il nous faut. Enfin, nous, en tant que techniciens, on n'a pas forcément identifié, mais ce que tu disais, Erwan, tout à l'heure, est très vrai. Il y a plein de gens qui n'ont pas les mêmes... qu'il faut accompagner d'un point de vue technique. Voilà, je vais faire plus court pour les deux autres études de cas, puisque on est du coup sur un quartier d'habitation. Donc là, on a pris l'exemple d'un écoquartier qui va sortir de terre dans la région, dans lequel on a comme particularité d'avoir des chemins piétons sur nos parcelles. Là, donc c'est des parcelles individuelles. Donc toutes les zones jaunes, en fait, c'est les zones où sont les places de parking. Donc là se pose un petit problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire de la recharge de son véhicule depuis son garage, puisqu'on va avoir des fourreaux qui sont communs, et donc on ne peut pas passer des câbles individuels. Du coup, le groupe de travail a réfléchi à ce sujet, et déjà s'est posé la question de savoir les particularités de ce projet. On est sur un écoquartier, il y a de la production photovoltaïque, donc ça rentre en ligne de compte, et vu que c'est un quartier qui se lance, on peut imaginer mettre en place une personne morale organisatrice pour faire de l'autoconsommation collective. Donc c'est un élément sur lequel on s'est appuyé pour dire que, en fait, un des prérequis, finalement, si on veut avoir un système de pilotage de la recharge qui soit efficace sur un projet comme ça, sur un projet ambitieux de création d'écoquartier, c'est d'intégrer directement une opération d'autoconsommation collective sur laquelle on va ajouter une partie de flexibilité qui sera réalisée par du smart charging. Donc ça peut être mis en place par un syndicat associatif, par une AMO, qui pourrait gérer donc, les parties contractuelles sur les autoconsos pour la recharge. La deuxième recommandation, c'est de partager les bornes lentes. En fait, on a eu l'idée vu qu'on est sur une création de quartier, on peut imaginer que des bornes soient standardisées et partagées pour mutualiser les coûts et penser en fait une mobilité qui soit partagée, puisqu'on a déjà cette démarche en fait d'avoir des parkings qui sont déportés. Donc pour aller plus loin, on s'est dit que ce cas d'usage était propice au fait d'avoir des bornes de recharge qui soient partagées. Et donc deux avantages, réduire les coûts de mise en place des bornes, et puis le deuxième, je ne l'ai pas noté, donc je voulais surtout dire aussi qu'on avait réfléchi à la façon de gérer en fait, ces bornes de recharge qui pourraient être gérées soit par un collectif de quartier, mais soit aussi par une société privée qui pourrait être intéressée financièrement en fait, sur le cas d'usage, sur le fait de recharger des véhicules. Et enfin, dernière étude de cas sur un futur quartier d'habitation, sur le logement collectif. Du coup, là, la particularité, c'est qu'on va avoir un grand parking sur lequel on va avoir la possibilité de mutualiser finalement beaucoup d'infrastructures, puisqu'on peut faire
couvrir ce parking de panneaux photovoltaïques, et en même temps mutualiser les éléments les installations pour faire des bornes de recharge. Donc on va déjà avoir cet aspect mutualisation. Vu qu'on a une bonne puissance, on peut aussi imaginer mettre un petit peu de stockage pour optimiser l'opération d'autoconsommation collective et avoir un foisonnement de bornes de recharge, pouvoir faire de la charge rapide aussi. Voilà, on a terminé en disant qu'on pouvait mettre en place une valorisation des places non utilisées grâce à de l'autopartage électrique. Il y a aujourd'hui des prestataires privés et publics qui fournissent des véhicules et des infrastructures de recharge. Ça nous paraît propice au bilan. En conclusion, ne pas individualiser la recharge, pour pousser la réflexion sur l'usage, penser les nouvelles mobilités. Donc en guise de conclusion, les défis et les solutions qu'on a listés là et qui ont fait l'objet des défis de notre première session du groupe de travail, ça a été d'identifier un petit peu ces défis-là. On va les retrouver tout à l'heure répartis dans sur les tables, les 4 tables qu'il y a autour de vous. Et ils sont détaillés un petit peu dans le document que je vous communiquerai donc par mail ce soir ou demain, ou jeudi, parce que je travaille pas demain. En tout cas, l'approche qu'on recommande de façon générale, c'est prendre un pas de recul, avoir une approche holistique, essayer de penser en fait en dehors de notre cadre technique et d'avoir une vision globale pour une gestion plus durable.